Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question simple en apparence, mais qui a de quoi donner le vertige. Elle nous vient d'un essai du philosophe William James, Les énergies des hommes. Et la question c'est, est-ce qu'on vit vraiment à la hauteur de notre potentiel? Exactement. Est-ce qu'on aurait en nous des réserves d'énergie cachées, inexploitées? On va donc plonger dans les idées de James pour voir un peu quelles sont ses capacités, comment on se limite tous les jours, et surtout comment on pourrait libérer toute cette force. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que James, il ne nous propose pas un manuel de productivité ou une méthode pour se surmener, pas du tout. Non, ce n'est pas le but. Il s'attaque à une intuition que je pense tout le monde a déjà eue, ce sentiment qu'il y a plus en nous que ce qu'on utilise au quotidien. La vraie question, c'est qu'est-ce qui nous bloque? Alors, pour commencer, il part d'une métaphore que tout le monde connaît, le fameux second souffle. C'est son point de départ, oui. On connaît tous le principe. On commence en travail, physique, intellectuel, peu importe, et puis, une première fatigue arrive. C'est le signal, quoi. Le signal habituel pour s'arrêter. C'est un réflexe presque. On a appris à obéir à ce signal. La fatigue arrive, on arrête le travail. C'est une habitude. Et c'est justement cette habitude que James nous demande de questionner. Il dit, mais que se passe-t-il si on est obligé de continuer? Par une urgence ou juste par une décision ferme? Et c'est là que le phénomène se produit. Oui, la fatigue, au lieu de s'installer, elle monte jusqu'à un point critique et, pouf, elle disparaît. On se sent même plus frais qu'avant. Il va plus loin, il suggère qu'il y aurait un troisième et même un quatrième souffle. Et son analyse de ça, c'est vraiment la clé de son essai. Il en déduit que notre corps, notre organisme, a plusieurs niveaux d'énergie. Il utilise une image très très parlante. Il parle de couches de matériaux combustibles ou explosibles. Ah oui, La première fatigue, ce n'est que l'épuisement de la toute première couche, la plus superficielle. et il a une phrase assez dure d'ailleurs, il dit qu'on vit presque tous inutilement près de la surface, sans jamais aller chercher plus profond. C'est presque un reproche, on a l'impression. C'est une provocation. Moins par paresse, je pense, que par une sorte de convention qu'on passe avec nous-mêmes. On a décidé que cette première fatigue, c'était la limite. Et on ne remet jamais ça en question. On ne va jamais voir ce qu'il y a derrière le premier barrage. Jamais. Et pour développer ça, il a une autre analogie, je crois, celle de l'équilibre nutritif. Oui, exactement. Il dit qu'un corps peut rester stable avec des quantités de nourriture très différentes. Le métabolisme s'ajuste, tout simplement. Il brûle plus ou il économise. Voilà. Et il applique ça à notre énergie? Il pense qu'on peut trouver un équilibre d'efficience, c'est son expression, à des niveaux de travail très, très différents. L'idée, c'est que l'organisme s'adapte. Si on augmente le rythme de dépense, le rythme de réparation augmente aussi pour compenser. Ce qui veut dire qu'on peut s'habituer à fonctionner à un régime bien plus élevé. C'est ça? Mais le point qui est vraiment contre-intuitif, c'est qu'il insiste sur le rythme de réparation, pas sur le temps de repos. Il dit que l'homme le plus occupé n'a pas besoin de plus d'heures de sommeil que l'oisif. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. C'est une affirmation très forte. Et il essaye de la soutenir avec des données de l'époque. Il cite une expérience menée par le professeur Patrick, dans l'Iowa. On a gardé 3 jeunes hommes éveillés pendant 4 jours et 4 nuits. 90 heures. 90 heures, mais c'est énorme. C'est énorme. Et une fois l'expérience finie, on les a laissés dormir. Et le résultat est juste stupéfiant. C'est-à-dire, Celui qui a eu besoin de dormir le plus longtemps pour récupérer, il n'a dormi qu'un tiers de temps en plus de sa nuit habituelle. attendez, un tiers. C'est tout! Après 90 heures sans dormir? Juste un tiers de plus, oui. Mais c'est une idée complètement folle. Ça voudrait dire que notre sensation d'épuisement est peut-être beaucoup plus psychologique qu'on ne le pense. Une habitude, quoi. C'est exactement le conclusion de James. Très peu de gens vivent à leur maximum, mais il est possible de maintenir un rythme bien plus élevé sans s'effondrer. L'organisme trouve un nouvel équilibre. C'est tout. D'accord. Le potentiel est là, le corps peut s'adapter. Mais bon, ça c'est une expérience de laboratoire. Comment on fait, nous, dans la vie de tous les jours? James ne recommande pas de rester éveillé 90 heures, j'imagine. Non, heureusement. Il se tourne vers des déclencheurs beaucoup plus puissants. Sa réponse est directe. Les excitations, les idées et les efforts sont ce qui nous fait passer le barrage. Et pour illustrer ça, il prend des exemples extrêmes, des situations de crise. Des situations de vie ou de mort, ce genre de choses. Exactement. Il raconte l'histoire de Némi, un mineur en France rescapé de la catastrophe de Courrières en 1906. Ah oui, la terrible explosion. Une énorme explosion. Il se retrouve piégé dans le noir total avec 13 autres survivants. Et là, dans le désespoir absolu, au lieu de s'effondrer,
quelque chose en lui se débloque. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le commandement. Il discipline le groupe. Il gère les ressources. Il maintient le moral. Et il les ramène tous vivants à la surface. Après combien de temps? Après 20 jours. 20 jours. Donc la crise a révélé en lui un leader qu'il ne se connaissait pas. Voilà, la nécessité a fait de lui un héros. Et il y a un autre exemple, peut-être encore plus frappant sur l'endurance. C'est une lettre du colonel Bart Smith après le siège de Delhi en 1857. La description de son état physique, c'est à peine croyable. Racontez. Alors, il souffrait du scorbut, la bouche pleine de plaies. Il avait une grave blessure à la cheville, un éclat d'obus, qui menaçait de s'infecter. D'accord. Et en plus de ça, une diarrhée constante. Il se décrit lui-même comme étant, je cite, « usé jusqu'à n'être plus qu'une ombre Mais comment est-ce qu'on peut fonctionner dans un état pareil? N'importe qui serait cloué au lit pendant des semaines. ». Et c'est là tout le propos de James. Bear Smith explique qu'il tenait avec de l'opium et du brandy. Mais, et c'est le point clé, il ajoute cette phrase incroyable. « Chose étrange, j'étais tout à fait inconscient que cela m'affecte. » Comment ça? L'excitation du travail, de sa mission, était si grande qu'aucune autre sensation, même la douleur ou l'effet des drogues, n'avait de prise sur lui. C'était un stimulant plus puissant que tout le reste. Et il s'est effondré après? Il s'est effondré physiquement, oui, mais seulement une fois la victoire assurée. Dès que la pression est retombée, le corps a lâché. Ces exemples sont puissants, c'est sûr. Mais heureusement, on n'a pas besoin de vivre des sièges militaires pour se dépasser. James parle de choses plus accessibles, non? Oui, bien sûr. Il passe à une endurance plus chronique, celle qui est nourrie par le sens du devoir au quotidien. Et il cite John Stuart Mill, qui pensait que les femmes excellaient dans le maintien d'une excitation morale soutenue. Il parle de l'héroïsme silencieux, domestique. C'est ça. L'héroïsme des femmes dans les foyers pauvres, qui tiennent toute la famille à bout de bras par leur seule volonté. Il donne l'exemple de Jeanne Shikes, Qui était-elle? l'aînée de 6 enfants, mère malade, père invalide. Et avec son petit salaire d'ouvrière, elle a soutenu toute cette famille de 8 personnes. Elle les a éduqués, soignés, par, et je cite encore, la seule force de sa vaillante volonté. C'est une énergie qui ne vient pas d'une crise soudaine, mais d'un engagement de tous les instants. Exactement. C'est une perspective très forte de mettre sur le même plan l'héroïsme de guerre et cet héroïsme du quotidien. Et ensuite, il élargit encore aux déclencheurs qui sont purement mentaux, les idées. Il a une expression géniale pour ça, des agents dynamogéniques. C'est-à-dire des idées qui génèrent de la force, de l'énergie. Oui, comme des mots d'ordre qui peuvent galvaniser une foule. Il prend l'exemple de la patrie, la liberté, ou le cri de Garibaldi, Rome ou la mort. Pour certains groupes, dans certaines situations, ces mots déverrouillent une énergie incroyable. Et ça marche aussi au niveau individuel, j'imagine. Bien sûr, la force de la volonté personnelle. Prenez le serment dans le mouvement pour la tempérance au XIXe siècle. Le simple fait de jurer publiquement de ne plus boire a donné la force à des milliers de gens. C'est le pouvoir de l'engagement. Et il y a cette anecdote géniale sur le prince Puyclair-Muscao. Pour s'obliger à faire des choses difficiles, il se donnait sa parole d'honneur à lui-même. À lui-même. Oui, et pour lui c'était un contrat. Il valait mourir que de trahir cette parole. C'est un exemple parfait de comment une idée, une structure mentale, peut mobiliser notre propre énergie contre nos résistances. J'essaye d'imaginer me donner ma parole d'honneur pour aller à la salle de sport. Je suis pas certain que ça marcherait aussi bien. Il faut avoir une sacrée discipline, c'est sûr. Donc on a les crises, le devoir, les idées. Il va même plus loin en parlant de systèmes de pensée complets comme les conversions. Oui, pour James, l'effet d'une conversion, qu'elle soit religieuse ou politique, est très clair. Elle unifie l'esprit. Elle met fin aux doutes, aux conflits intérieurs, tout ce qui gaspille notre énergie. Une fois l'esprit unifié, toute la puissance va dans la même direction. C'est ça. Et il observe les mouvements de son époque, la nouvelle pensée, la science chrétienne. Leur point commun, selon lui, c'est la suppression de ce qu'il appelle la pensée de peur, l'autosuggestion d'infériorité. La pensée de peur. On appellerait ça les croyances limitantes aujourd'hui? Ou le syndrome de l'imposteur, peut-être? C'est une excellente analogie, oui. Ces systèmes marchent par la suggestion de pouvoir. Ils vous convainquent que vous avez une force en vous, divine ou autre, que vous pouvez utiliser. Et James, en bon psychologue, reconnaît que ça marche. Et il va même chercher la plus ancienne de ces méthodes, non? Oui, le yoga, en ondes. Il le décrit comme le plus vieux système pour atteindre des niveaux de volonté supérieurs. Il raconte l'expérience d'un de ses amis européens qui s'est mis au hatha yoga pour échapper à un problème cérébral.
Et ça a fonctionné? Mieux que ça. Non seulement il a surmonté son problème, mais il a développé une nouvelle force morale et intellectuelle. Il a décrit ça comme un changement de vitesse dans son esprit, comme s'il avait débloqué un niveau supérieur. C'est fascinant, mais ça rend la question du début encore plus pressante. Si on a toutes ces clés en nous, pourquoi est-ce qu'on reste coincé au premier niveau? Pourquoi cette vie près de la surface? Sa réponse est purement psychologique. Et elle est assez dérangeante. Il dit qu'une partie de notre propre esprit en endigue, en condamne même d'autres parties. On est nos propres geôliers en fait. Les barrières sont à l'intérieur de nous. Toujours. Il donne des exemples très simples. Les conventions sociales qui nous empêchent de dire la vérité. La respectabilité intellectuelle de certaines personnes qui nous paralysent. On n'ose plus penser librement en leur présence. On s'auto-censure en permanence. C'est un peu décourageant cette idée qu'on est nos propres geôliers. Est-ce qu'il termine sur cette note un peu pessimiste? Bon, il termine avec une analogie finale qui est brillante et dévastatrice. Il dit qu'un intellect bridé comme ça, c'est comme un homme en pleine santé qui s'habituerait à faire tout son travail avec un seul doigt. En laissant tout le reste de son corps inutilisé. Exactement. Une image de gaspillage volontaire presque absurde. Sa conclusion finale, c'est qu'on vit en deçà de notre potentiel, non pas par maladie, mais par une habitude invétérée d'infériorité par rapport à notre moi complet. C'est juste une mauvaise habitude. Donc, si on résume, la thèse de James est incroyablement optimiste sur notre potentiel, mais assez sévère sur la façon dont on le gère. On aurait tous ces réserves d'énergie, mais on reste en surface par habitude. C'est ça. Et les clés pour briser cette habitude, ce sont les excitations émotionnelles, les idées qui nous portent et les efforts conscients de notre volonté. C'est une parfaite synthèse. Et son essai se termine sur un appel, presque un programme de recherche pour le futur. Il voudrait une topographie des limites de la puissance humaine, une sorte de carte de nos potentiels. Il veut qu'on étudie les gens pour comprendre quelles clés spécifiques libèrent leurs énergies. Une approche personnalisée, en quelque sorte? Et c'est la question qu'il nous laisse, et qui est une excellente matière à réflexion. Si ces niveaux d'énergie plus profonds existent vraiment en chacun de nous, quelle est l'idée, quel est l'effort ou quel est le défi qui pourrait être notre clé personnelle à nous pour déverrouiller notre prochain niveau ?